Bonjour, nous sommes en présence de Stéphane Hérion, un sexologue qui a travaillé dans un planning familial et qui a rencontré des femmes ayant subi des excisions et de mutilations génitales féminines. On va donc l'interroger pour lui poser quelques questions sur le sujet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quel est le lien entre les migrations et les excisions? Alors, le lien qu'il y a entre le problème de l'immigration et l'excision, c'est que l'excision et les mutilations génitales sont invoquées comme raison par les femmes pour pouvoir quitter leur pays et vivre chez nous. Et donc profiter entre guillemets, de notre sécurité sociale et du droit d'asile, voilà, chez nous. Ça a été accepté chez nous, ce que je trouve tout à fait normal, parce qu'à partir du moment où une femme risque de subir ce genre de choses, ou que ses enfants risquent de le subir, sauf qu'on est dans l'obligation, selon moi, en tout cas, de les protéger de ça. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où c'est devenu la raison pour laquelle elle reste chez nous, le CGRA, donc qui est là pour se charger notamment des personnes immigrées et de leurs dossiers, de voir s'ils sont valables ou pas, exige de ces femmes que chaque année, elles rendent un certificat médical attestant que leur fille n'a pas été excisée. Ce qui nous met dans une situation assez délicate parce que de l'avoir vécu, je trouve que c'est vraiment pas facile de faire un examen gynéco sur une fillette de 3-4 ans, parfois moins, de lui expliquer pourquoi on doit faire cet examen-là, de l'expliquer à la maman. Et ça nous met dans une situation où, à la limite, parfois on trouve ça même malsain, quelque part, cette relation-là, même si en même temps je le comprends, je veux dire, puisque la condition pour qu'elle reste chez nous, c'est qu'elle garantisse qu'elles ne le feront pas à leur fille. Donc voilà, il y a un lien que je trouve malheureux, mais compréhensible entre les deux. D'accord, merci. Pouvez-vous, dans quelle mesure vous croyez que l'excision pourrait alors être totalement abolie? Totalement. Je suppose qu'on finira par y arriver, parce que c'est pas faute de se battre pour ça. On se bat là-bas, on se bat ici. Je pense que c'est un travail énorme. D'abord, une des premières difficultés qu'on a, c'est que nous, Européens, avec notre façon de voir les choses, notre rationalité, notre intellect, etc., on est beaucoup à côté de la plaque par rapport à ce qui se joue, et les discours qu'on tient sont difficilement entendables et compréhensibles par les gens là-bas. Je pense que le plus efficace, c'est effectivement de former des gens sur place qui font partie de cette culture, qui font partie de ce langage. Et il y en a. D'ailleurs, les trois quarts même des mouvements chez nous sont partis au départ de femmes qui viennent de là-bas et qui nous ont expliqué, qui nous racontaient, qui ont vu à quel point on était choqués, etc. Donc il y a des gens qui font maintenant le tour de ces pays-là, qui vont rencontrer des exciseuses, qui leur expliquent que ce qu'on leur a appris n'est pas vrai, tout le mal que ça peut faire. Il y a des liens qui ne font pas. Quels liens peuvent-ils faire entre le fait qu'un enfant est mort pendant sa naissance et le fait que c'est lié au fait que sa maman a été infibulée quand elle avait 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, peu importe, plus de 20 ans avant ou 10 ans avant. Ils ne font pas le lien. Donc c'est de leur expliquer tout ça, d'essayer de les informer le plus possible. Et il y a des exciseuses maintenant qui ont décidé qu'elles s'arrêtaient et qu'elles ne voulaient plus le faire. Tout simplement remplacées par d'autres pour le moment. Donc est-ce qu'on y arrivera? Je veux croire que oui. Mais à mon avis, pas demain après-midi. Ça va, merci. Quelles sont les différentes sortes de mutilations génitales féminines qui existent? Alors, on les a classées en 4 catégories. Il y a la mutilation génitale de type 1, ça veut dire où on enlève le capuchon qui est sur le clitoris et tout ou partie du clitoris. L'excision de type 2, c'est le type 1, et en plus on enlève une partie des petites lèvres, il y a une ablation des petites lèvres. L'ablation de type 3, c'est la 1, la 2, et en plus il y a une infibulation des grandes lèvres, c'est-à-dire qu'on coud les grandes lèvres ensemble en laissant juste un orifice pour laisser passer les urines et les règles, avec des conditions de cicatrisation qui ne sont pas géniales. Et alors la type 4, c'est tout ce qui vient se rajouter en plus. Qui n'est pas forcément grave, ça peut être, on rajoute des piercings, des décorations, des choses comme ça. Donc c'est surtout en fait les 3 premières dont on va parler le plus, mais on sait qu'il existe encore d'autres formes qui viennent accentuer les 3 premières. Merci beaucoup. Ça va? Oui, merci beaucoup Stéphane.